Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bienvenue à ce second épisode de Nos Voix pour des toits. Je suis Pierrette Pironnet, une locataire des habitations au Beau-Soleil à Châteauguay et je serai votre animatrice pour ce nouvel épisode sur le logement social. Marc-Olivier Cholette, le producteur de cette série Balado, m'accompagnera en alternance à l'animation. Nous serons également joints par nos chroniqueuses Heather Carson et Christiane Dubuc des habitations Beau-Soleil, qui nous renseigneront sur certaines statistiques percutantes au tournant du 1er juillet 2021. Aussi, Denise Manta des habitations Trilogie nous expliquera le fonctionnement de l'inscription aux fameuses listes d'attente pour avoir accès à un toit dans le parc de logement social et communautaire. Pour ce deuxième épisode, nous allons mettre en lumière l'état de la situation au détour de cette date symbolique et traditionnelle du déménagement québécois dans le but de constater l'étendue des ravages de la crise du logement dans la province. Par ailleurs, contrairement aux autres épisodes de la série, nous ciblerons l'entièreté du territoire de la Montérégie et de l'Estrie plutôt que de se concentrer sur une MRC en particulier. Comment arrive-t-on à tolérer, dans une société riche comme la nôtre, que certaines familles de la population québécoise n'arrivent pas à se loger décemment et à un prix abordable? Pourtant, nos invités, Marie-Josée Corriveau, François Saillant et François Giguère, nous expliquent que cette crise, on la voit arriver à grands pas depuis plusieurs années. Comme il y a environ 20 ans, il y a une crise du logement qui est en cours actuellement. Et la crise n'est pas identique à ce qu'elle était il y a 20 ans. Moi, j'y étais à cette époque-là, j'y suis encore maintenant. Dans le marché privé, il y avait un type de logement. La fourchette de prix était à peu près la même, là. Il y avait pas de logement extrêmement coûteux. Il y en avait des coûteux, là, mais les écarts n'étaient pas du simple au triple. La crise il y a 20 ans, on pouvait la voir en regardant le taux de logement vacant. C'était un indice qui était simple à regarder. Le taux de logement vacant en bas de 1%, alors que le taux d'équilibre, c'est 3%. On voyait le taux en bas de 1%. Je savais que c'était 0,6%. On disait, il y a une pénurie de logement. Et je pense d'ailleurs qu'on parlait plus de pénurie de logement que de crise du logement. La ministre, maintenant, nous dit, le taux de logement vacant est de 2,7% à Montréal et de tel pourcentage, il y a presque nulle part où le taux est comme il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas de crise. C'est de l'aveuglement volontaire parce que la pénurie, si on enlève les logements qui sont extrêmement chers, puis la CHL le fait dans son étude du marché des logements, elle montre le taux de logement vacant pour des logements qui sont à moins de 1 000 $, moins de 950 $, puis le taux de vacances pour les logements en haut de 950. Quand on regarde les logements qui sont en bas de 950 $, il y en a une crise du logement. Il y a moins de 2% de logements vacants. Et dans certains milieux, c'est même moins que 1%. Alors ça dit qu'il y a une crise. Mais au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui disent qu'il y a une crise. Il y a Airbnb, c'est que c'était pas il y a 20 ans. Les reprises de logements pour fusionner des logements pour faire des maisons avec des duplex, là, ça n'existait pas il y a 20 ans. Il y a un paquet de phénomènes qu'on voit maintenant qui mettent des locataires dehors qui n'existaient pas il y a 20 ans. Mais la somme de tous ces phénomènes-là, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent une pression hallucinante parce qu'elles ont peur de perdre le logement, parce qu'elles ont peur de refuser une hausse de loyer, parce qu'elles ont peur de revendiquer des travaux qui devraient être faits dans leur logement. Tout ça, c'est une crise du logement. Que la ministre l'ait pas compris il y a 2 ans, alors qu'elle commençait dans le domaine et que les fonctionnaires devaient lui dire c'est pas moins que 3%, donc il y en a pas vraiment de problème. Ça se comprenait il y a 2 ans. Mais là, tout le monde le dit. Tout le monde voit la catastrophe qui est en cours actuellement. S'acharner à ne pas reconnaître qu'il y a une crise du logement, là, ça fait en sorte qu'on n'aura pas les bons outils pour aider les gens. Maintenant, la crise, elle a fait à peu près tout le Québec, y compris dans des centres urbains de moindre importance. On peut penser, par exemple, qu'en Gaspésie, qu'on soit touché par la crise du logement, c'est une chose qu'on voyait pas au début des années 2000. Dans le Bas-Saint-Laurent, la même chose, en Abitibi, même chose. Donc, à Trois-Rivières, même,
ça s'est vraiment répandu. Ça, c'est un des constats. L'autre chose, c'est que présentement, si on regarde une région métropolitaine comme Montréal, je sais que sur les municipalités de la Rive-Sud, le taux de logement inoccupé est autour de 1,5 1,4 1,5 ce qui est plus élevé que ce qui était durant ces années-là. Mais le coût des loyers est vraiment différent de ce qui était à l'époque. Et à l'heure actuelle, c'est clair que c'est ça le problème. C'est-à-dire, tu as beau dans l'absolu avoir plus de logements. Les dernières années, contrairement à ce qui était le cas au début des années 2000, il se construisait pas de logements dans les années 90. Hein. C'est le résultat, la crise était le résultat du fait que la demande de logements augmentait, il y avait plus de ménages qui se formaient, mais il n'y avait pas de construction. Maintenant, on est dans une période où il s'est construit énormément de logements. D'abord des condominiums, mais par après des logements sociaux. Pas des logements sociaux, des logements locatifs, mais à loyer complètement hors de la portée des gens. Puis on le voit, dès qu'un logement se libère, le coût de location du logement devient beaucoup plus important. Il y a une différence de 200, 300, 400 $ entre le loyer qui était payé par l'ancien locataire puis celui qui est chargé, qui est le prix pour le logement qui est en location. Et comme il n'y a pas vraiment de contrôle de qualité, je dirais, les logements se détériorent. Alors, les propriétaires, quoi qu'ils nous disent sur les ondes là, de ce temps-ci, ils prennent pas soin de leurs immeubles. Quand le taux d'inoccupation est élevé, ils savent que ils prétendent qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils ont de la misère à louer. Quand le taux d'inoccupation est bas, ils disent, c'est pas nécessaire parce que je suis capable de louer anyway. Donc, on est dans un contexte où le parc de logement vieillit partout. Et ça, c'est une autre préoccupation. Non seulement les mouvements de spéculation font craindre pour l'avenir du parc de logement qui est encore abordable, mais en plus, on a un parc de logement qui commence à sérieusement vieillir à peu près partout et cette détérioration-là va être exponentielle. Tu sais, des scénarios de gel-dégel, là, veut bien, là, mais mettons que pour une structure en bois brique, là, c'est dur. Et ça, tout ça fait en sorte que il y a des nécessités d'intervenir de la part des gouvernements, sinon on s'en va vers vraiment une série de catastrophes, une en arrière de l'autre. Là. La pandémie en aura été une, mais on n'a pas fini. Là. Sur le territoire de la Montérégie et de l'Estrie, le nombre de ménages toujours sans logement est notamment de 73 à Sherbrooke, 32 à Longueuil et 14 à Châteauguay. L'an dernier, la ville de Sherbrooke avait la moitié moins de cas et elle a dû offrir de l'aide jusqu'en décembre. Prenons à titre d'exemple les deux plus grandes villes de notre territoire. D'un côté, on identifie à Longueuil environ 1500 ménages qui sont en attente d'une place pour un logement social, alors que de l'autre côté, à Sherbrooke, c'est environ 800 familles qui sont en attente pour un pareil logis. Des données récoltées au cours du printemps dernier nous montrent que la rareté de logements a entraîné une explosion des coûts dans le marché privé. Les chiffres du gouvernement ne reflètent aucunement les données de la SCHL parce qu'ils comprennent à la fois des logements à louer et des logements déjà en location. À Sherbrooke, les augmentations atteignent en moyenne 12% par rapport à l'an dernier et plus les logements sont grands, plus les prix sont élevés. Granby a vu ses loyers augmenter de 15%, alors que le prix a bondi de 10% à Saint-Hyacinthe. Des milliers de ménages locataires sont condamnés à faire des choix, à couper constamment dans d'autres besoins essentiels pour payer le loyer, vivent dans des logements totalement inadéquats, insalubres et non sécuritaires. Force est de constater que ces données sont supérieures à l'an passé. Il est même possible de voir ces nombres augmenter durant le mois de juillet. De plus, il est important de noter que ces données ne tiennent compte que des ménages qui sont accompagnés par les services d'aide mis en place. Il exclut les locataires qui ne les ont pas contactés parce qu'il n'y en avait pas dans leur municipalité ou parce qu'ils ont choisi de se débrouiller par leurs propres moyens. Il ne compte pas non plus les nombreux ménages qui ont été accompagnés au cours des derniers jours et qui ont réussi à signer un bail pour le 1er juillet.
Dans les 4 dernières années, on remarque que les logements sociaux ne représentent qu'à peine 5% des logements locatifs construits au Québec. Selon les dernières données disponibles, c'est seulement 3100 logements sociaux qui ont été finalisés depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Mais à ce rythme, le gouvernement n'atteindra pas, d'ici les élections, son engagement de livrer les 15 000 logements sociaux qui étaient déjà planifiés à son arrivée au pouvoir. La répétition de ce scénario déplorable démontre de plus en plus que le marché privé est incapable de fournir des logements abordables et en bon état aux familles à faible revenu. Heureusement, durant les dernières semaines, les médias ont moussé l'information diffusée en lien avec cette triste réalité pour faire réaliser l'ampleur que prend la crise du logement. Le directeur de l'AFROM, Martin Bécotte, animera cette discussion afin de donner la parole aux personnes qui sont forcées de gérer les répercussions de cette crise sur notre territoire. C'est pourquoi, sur ce panel, nous avons réuni quelques jours après le 1er juillet les personnes intervenantes des organismes qui travaillent sur le terrain jour après jour pour soutenir les locataires dans leurs difficultés. Au cours de cet échange, vous entendrez Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, Marjolaine Deneau, la co-coordonnatrice du regroupement des comités logements et des associations de locataires du Québec, Chantal Desfossés, la directrice du Réseau québécois des OSBL d'habitation, Marco Mozon, le directeur du comité logement Rive-Sud, ainsi que Marie-Claude Bégin, la directrice de l'OMH de Sherbrooke, et Bertrand Loisel, le directeur de l'OMH de Châteauguay. Donc, je commencerai avec nos invités du FRAPRU. Donc, je sais que vous avez fait un communiqué de presse le 1er juillet. Vous avez fait un bilan, un suivi très serré de la situation sur le terrain partout au Québec. Quel est l'état de la situation en ce moment au Québec? Bien, on n'a pas des données à jour pour toutes les villes, mais au lendemain du 1er juillet, on dénombrait au moins 500 ménages locataires qui n'avaient pas pu signer de bail le 1er juillet et qui étaient accompagnés par un service d'aide d'urgence mis en place par les municipalités, généralement donc par les offices municipaux d'habitation, mais dans certains cas par les organismes communautaires aussi. Donc, ça excluait tous les locataires de ville où un service d'aide d'urgence n'a pas été mis en place et tous ceux et celles qui, à la dernière minute, se sont finalement revirés de bord et ont décidé de louer un logement trop cher, trop petit, de quitter leur milieu. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, il y a eu énormément de demandes d'aide auprès des services d'aide en place cette année. Au moment où on se parle, donc une semaine après le 1er juillet, dans le cas de Montréal, on sait que les chiffres ont encore augmenté. C'était 107 ménages locataires au 1er juillet. On est aujourd'hui à 173 ménages locataires qui sont accompagnés par le service d'aide de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, on voit comme l'an passé qu'il continue à avoir une augmentation des ménages locataires sans logement après le 1er juillet. On peut craindre que, comme l'an passé aussi, la période que ça prendra pour se reloger soit extrêmement longue. On sait que l'an passé, dans le cas de Montréal, ça a été en moyenne 2 mois et dans plusieurs autres villes, là, je suis certaine que les personnes qui sont ici aujourd'hui pourront en parler. Ça a doublé carrément l'année passée, la période là, d'hébergement temporaire. Donc, ça en dit long sur cette crise du logement dont on a parlé beaucoup dans les derniers mois. Il faut le rappeler, ce n'est que la pointe de l'iceberg, les locataires sans logement au 1er juillet. Une chance qu'on a une journée dite nationale des déménagements. Sans ça, ces gens-là risqueraient de tomber en itinérance, carrément, et qu'on n'en parle juste pas. Mais c'est quand même la pointe de l'iceberg de cette crise du logement là, qui réside non seulement en la rareté de logements locatifs un peu partout au Québec, mais aussi dans la cherté des logements disponibles. Et il faut le dire, cette année, parmi les les locataires sans logement au 1er juillet, il y en avait énormément, non seulement à Montréal, mais également à Drummondville, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Saint-Hyacinthe, à Rimouski, il y en a eu à Longueuil, à Châteauguay, aussi à Laval, à Gatineau. Donc, vraiment, on voit qu'il y a eu un nombre important de ménages locataires sans logement à l'extérieur, là, par exemple, de la métropole. Donc, on voit que ça confirme ce qu'on dit depuis des mois, que la pénurie s'étend, que la crise du logement est vécue autant dans les grandes villes que dans les plus petits milieux. Et c'est dans les petits milieux dont il faut aussi s'inquiéter parce que les locataires de plusieurs régions n'ont pas nécessairement le support offert dans certaines villes. Donc, de l'aide pour l'entreposage, de l'aide pour le déménagement, de l'hébergement temporaire. Et là, vraiment, on peut craindre que ces personnes-là viennent se retrouver à grossir les statistiques déjà inquiétantes de locataires, finalement, qui vivent des situations de mal logement
et qui consacrent une part beaucoup trop importante de leurs revenus pour se loger. Donc, la crise du logement ne se terminera pas le 1er juillet. À très court terme, c'est assez inquiétant de voir la difficulté des ménages locataires de se reloger, y compris à Montréal où le taux d'inoccupation générale était quand même important. Et ça traduit toute la déconnexion entre le marché privé, la logique du profit finalement et les besoins d'un grand nombre de ménages locataires, puisqu'on a des logements haut de gamme qui sont disponibles, des propriétaires qui ne baissent pas les prix et des ménages, des familles, des enfants qui sont carrément sans logement, qui doivent vivre dans des situations temporaires qui ne sont pas idéales au moment où on se parle. La principale mesure du gouvernement pour répondre à la crise du logement en termes de mesures d'urgence, Mme Desfossés, ce que vous nous en parlez, on parle des PSL. Donc, c'est quoi ça, les PSL? En fait, c'est une mesure qui vient contribuer à diminuer le loyer de la personne en subventionnant finalement le propriétaire dit privé. Alors, c'est pas une mesure qu'on encourage en ce sens que de développer des PSL, on continue d'entretenir la spéculation du marché privé. Et si on veut contribuer à agir sur l'effet de la spéculation, ce qu'il faut, c'est agir sur l'offre et développer une offre de logements sociaux à l'abri donc de ce marché. Les logements sociaux, se développent dans une logique de non-profit. Donc, c'est des organisations, c'est à but non lucratif. C'est issu d'initiatives citoyennes avec de l'aide, aussi l'aide de professionnels, l'aide de partenaires de la communauté. Et c'est des logements qui sont aussi abordables. Donc, la mesure des PSL, c'est une chose. Ça peut être vu comme un plaster qui peut aider une famille à avoir un logement à un coût qui va lui être davantage abordable, mais c'est de l'argent étatique qui s'en va dans la poche de propriétaires privés. J'aimerais ça entendre les deux offices un petit peu plus tard sur l'application des PSL dans le marché privé, la réalité, le lien avec la gestion des mesures de la crise également. Mais avant, j'aimerais ça avoir le point de vue du directeur du comité logement, M. Marco Monzon, sur l'état de la situation sur la rive sud de Montréal. Nous, on reçoit les appels des ménages locataires qui sont un problème. C'est à longueur d'année. Tu sais, c'est bon, on l'a répété souvent, mais cette crise se vit à longueur d'année pour beaucoup de personnes. Et aussi, nous, on offre un service d'information aux locataires qui ont des problèmes. Donc, les locataires qui ont un problème avec leur propriétaire ou qui ont toutes sortes de problèmes qui ont un lien avec le logement, ils peuvent nous appeler. Et dans la dernière année, nous, on a carrément doublé le nombre d'appels qu'on recevait. L'année précédente, c'était déjà une année record pour nous. Et non seulement on a reçu le double d'appels, mais chaque cas était plus complexe. Sur notre territoire, là, qui recouvre la MRC du Roussillon puis l'agglomération de Longueuil, on a ces statistiques-là qui nous disent. Là, pour ce qui a été mis en place pour répondre aux besoins des personnes qui, au 1er juillet, là, se retrouvaient sans logement, il y a eu quelque chose qui a été mis en place par la Ville de Longueuil pour accompagner les locataires de la Ville de Longueuil. Et aux dernières nouvelles, mais là, on n'a pas les statistiques à jour, mais aux dernières nouvelles, on avait 18 ménages qui avaient fait appel à cette ligne d'urgence. Dans le Roussillon, les dernières statistiques qu'on a eues, puis là, Bertrand pourra corroborer par la suite parce qu'il est au courant aussi de toutes ces démarches-là. On parle de 46 ménages qui ont fait des demandes. Mais là, ça soulève toute la question de est-ce que ces gens-là savent que, tantôt on parlait là il y a des endroits où les locataires ne savent pas qu'il existe des ressources. Ces gens-là passent sous le radar. Là. On va parler d'itinérance cachée. Là. Si les villes ne font pas la promotion des démarches ou de ce qu'ils font, si Québec ne fait pas la promotion, ne donne pas les moyens aux villes d'intervenir, mais c'est plein de ménages. On parle de statistiques depuis tantôt, mais combien de personnes, on ne le sait pas. Merci. Puis, bon, c'est ça, je dirais. Madame Bégin, à Longueuil, à Sherbrooke, l'état de la situation suite au 1er juillet, je sais que vous êtes venu en aide à beaucoup de ménages. Là. Donc, quel portrait vous en faites? Dans un premier temps, j'aimerais souligner en fait là l'excellent travail puis l'excellente collaboration en fait là de tous les acteurs là qui sont intervenus là entourant la situation du 1er juillet là. Je parle de l'association des locataires, les employés de la ville, tous ceux qui ont contribué à l'hébergement, la relocalisation temporaire là, des ménages à la rue, les employés de l'office municipal, le projet Mon Appart aussi qui accompagne dans la recherche de logement. On a même la SPA aussi qui peut prendre en charge là les animaux là des ménages. Donc
Donc, c'est tous des gens qui travaillent ensemble puis qui font là, une excellente équipe. Donc, je désirais là, d'abord le souligner. Cette année, je dirais, par rapport à l'année passée, le nombre de ménages à la rue a carrément doublé. À Sherbrooke, on parle de 70 ménages qui étaient à la rue. De ce nombre-là, là, une cinquantaine de ménages, en fait, a été hébergés temporairement à l'hôtel là, en attendant de pouvoir retrouver un logement. Là, on est plus dans la phase d'accompagner pour trouver des logements à ces personnes-là. De la cinquantaine là, de ménages, on considère environ 50 adultes, 50 enfants. On parle de personnes seules, de familles de différentes grandeurs aussi. Ce qui est particulier cette année comparativement aux années passées, c'est qu'on s'aperçoit que les ménages qui sont à la rue ont des revenus trop élevés pour entrer dans les barèmes PSL. Donc, si je prends la cinquantaine de ménages qui est hébergés présentement temporairement, seulement la moitié, dont 25 étaient admissibles en fait à un PSL d'urgence. Donc, c'est vu octroyer là, un PSL de la part de la Société d'habitation du Québec. Donc, vous comprendrez que j'ai une grande préoccupation pour les autres ménages qui n'ont pas accès à ce PSL-là, même si, comme on le soulignait tantôt, là, le PSL peut être une solution temporaire, mais pas une solution permanente là, à la situation qu'on vit présentement. Donc, si je comprends bien, tous les ménages qui ne sont pas admissibles à un PSL n'auront pas d'aide de Québec pour se loger dans les prochaines semaines. Là. Est-ce que c'est un peu le même constat que vous faites à Châteauguay, M. Loisel? L'an passé, on a eu la moitié des gens, même un peu plus, n'étaient pas admissibles à nos critères HLM, PSL. Et pour moi, c'est un peu nouveau, puis c'est effectivement dramatique parce que c'est des gens qui ne se ramassent pas à la rue parce qu'ils ont assez d'argent pour payer un loyer de 1000, 1200, 1400 $. Par contre, leurs conditions de vie changent radicalement d'un coup sans qu'elles aient perdu leur emploi ou qu'elles aient fait une gaffe d'achat puis ils ont des paiements trop gros. Là. Eux n'ont rien fait dans la vie. Là. Par contre, leur loyer augmente beaucoup et leurs conditions de vie changent. Alors moi, j'ai vraiment hâte d'avoir les données de Statistique Canada du sondage de mai 2021. Je ne sais pas si ça va paraître, mais des gens de la classe moyenne faible, mais pas démunis tant que ça, là, des gens qui vont passer de 25-30 à 30, 35, 40% de leurs revenus consacrés à leur logement. Mais des gens qui, le reste de leurs dépenses, ils investissent pas dans l'économie, ils font pas rouler l'économie sur un point de vue très mercantile, mais je veux dire, leurs conditions de vie personnelles aussi ont radicalement diminué. Et nous, on les aide peu, ces gens-là. Cette année ou l'an passé, on leur donne des conseils, référence aux organismes, on les encourage, etc. On les aide dans la recherche d'emploi, mais ils n'ont pas de subvention, alors bonne chance. Mais des gens qui ont des revenus quand même 45 000, 50 000 $ par année et sont dans la crise du logement. Fait que c'est ça qui est peut-être même pour moi un peu nouveau, mais socialement très nouveau. Là. C'est pas juste sur les gens sur l'aide sociale qui ont de la misère à se trouver un logement, mais un paquet de monde. Il y a une autre caractéristique qu'on a eue l'année passée, puis que je constate en ce moment aussi, c'est que c'est une majorité de femmes. Alors, c'est encore un problème très, très genré, pour toutes sortes de raisons. Là, vous les connaissez. Là. Les maisons sont majoritairement au nom des hommes, pas toujours, mais majoritairement. Salaire moyen plus bas, etc., plus victime d'intimidation des proprios. Et vous, Mme Deneau? Il y a tout le processus avant la signature du bail aussi. En plus du coût des loyers, en plus d'avoir de la difficulté à avoir accès à un logement, les locataires font de plus en plus face à de la discrimination. Que ce soit, on pense aux discriminations peut-être plus traditionnelles, c'est-à-dire en raison de la langue, de l'origine ethnique, mais il y a aussi d'autres types de discrimination. Celle qui ressort le plus souvent, c'est la présence d'enfants. Qui est aussi transversale, peu importe son origine ethnique, parler, la présence d'enfants de manière très directement dans les annonces de logements loués ou de manière implicite lors des visites est vraiment proscrite par les propriétaires et c'est complètement illégal. Donc, on a besoin aussi de meilleurs mécanismes là, pour que les propriétaires arrêtent là, de discriminer les locataires à ce point-là. Quand on a vu là, beaucoup dans les médias, dès le mois de février-mars, des familles appelées à l'aide parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de logement.
C'est la même chose pour les personnes qui sont bénéficiaires de différentes prestations gouvernementales, que ce soit l'aide de dernier recours ou le chômage, énormément de discrimination qui est vécue par ces personnes-là. Donc ça, c'est un autre dossier, en fait, où on demande des interventions très concrètes du gouvernement parce qu'à l'heure actuelle, ça repose sur la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui est un autre organisme avec lequel on travaille le plus possible et qu'on essaye de créer des liens le plus possible. Ça va bien, mais c'est un organisme qui a peu de moyens d'intervention. Donc, on demande en fait que tout le processus qui encadre la location d'un logement, donc même avant la signature du bail, dès l'annonce de logement loué, on puisse faire des interventions au tribunal administratif du logement pour qu'on ait des traces écrites que les locataires qui vivent la discrimination puissent intenter des recours, qu'il y ait des dommages punitifs contre les propriétaires, qu'on puisse avoir des traces de ce qui se passe pour vrai. Parce que les gens ne portent pas plainte actuellement, donc on a l'impression que le phénomène au niveau gouvernemental n'existe pas, mais il est de plus en plus présent. Au RQOH, on a mené un sondage. On est allé chercher, on voulait connaître l'état d'esprit de la population des Québécoises et des Québécois quant à la situation, quant à l'accès au logement. Est-ce que c'est un problème? Pour qui? Et qui devrait jouer un rôle dans le dossier? Alors, 92% des Québécoises et des Québécois pensent que notre gouvernement devrait jouer un plus grand rôle et que l'accès à un logement est plus difficile pour les personnes qui comptent parmi les plus vulnérables. Alors, ces personnes-là dont on parle sortent aussi au premier rang. On a donc des familles, des aînés, des personnes handicapées aussi, pour lesquelles la population elle est soucieuse, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale aussi, pour qui un logement peut contribuer à être un rempart pour éviter de retourner à la rue. Au RECLAC, vous avez récemment réalisé une enquête qui démontre que la rareté des logements a entraîné une explosion des coûts que les chiffres de la SCHL ne reflètent pas vraiment. Puis vous nous expliquez votre constat. Oui, dans le fond, c'est la deuxième année qu'on fait cette enquête-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec l'aide de collaborateurs, on a créé un robot qui récoltait des annonces de logements loués sur le populaire site Kijiji. Donc, pour évaluer, en fait, combien se louait un logement un peu partout au Québec. L'année dernière, comme cette année, on a récolté à peu près 60 000 annonces de logements loués un peu partout au Québec. Ce qu'on constate vraiment, c'est que les chiffres là qui sont publiés annuellement par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, ne reflètent pas le réel marché du logement au Québec, parce que ces chiffres-là, en fait, c'est sur les logements qui sont présentement occupés et non sur les logements qui sont loués. Donc, on voit des écarts dépendamment des endroits où on est. Là, ça peut aller de quelques pourcents jusqu'à 70% d'écart avec les chiffres là qu'on utilise régulièrement dans le marché locatif, donc les chiffres de la SCHL. Et même cette année, on a été capable, par exemple, de comparer nos chiffres récoltés l'année dernière avec nos chiffres de cette année. Donc, juste sur le coût des logements alloués, on voit des écarts de plusieurs pourcents. Donc, par exemple, pour la région de Montréal, on est près de 8% d'écart en une année là sur des dizaines de milliers d'annonces de logements alloués. Donc, c'est quand même très significatif d'une problématique là, d'explosion du coût des loyers là, un peu partout au Québec. Alors, c'est quoi les solutions pour mettre fin durablement à la crise du logement? Je pense que là-dessus, on s'entend tout le monde que les mesures d'aide d'urgence sont effectivement un nécessaire pansement sur le bobo, mais que c'est pas ça la mesure structurante pour se sortir de la crise. Surtout avec l'explosion du coût des loyers, les PSL d'urgence, c'est pas là-dessus qu'on peut compter pour reloger tout le monde année après année, parce qu'on le sait bien que par le passé, les investissements dans l'aide privée, c'est souvent fait au détriment de l'aide au logement social. Les années où on a ajouté des suppléments loyers privés là, réguliers, c'est les années où on a coupé aussi dans Accès Logis. Donc, on voit bien aussi les limites de cette aide d'urgence, même si elle est nécessaire. Donc, la situation actuelle illustre l'urgence de lancer un grand chantier, là, de construire, de développer des logements sociaux sous différentes formes, loyers modiques, OSBL, coopératives d'habitation. Et souvent, les médias, quand on en parle, disent « Oui, mais là, ça se fera pas tout de suite, fait que ça réglera pas le problème. C'est quoi la solution maintenant? » Malheureusement, il faut rappeler que c'est ça la solution pour qu'on réussisse à se sortir de la situation actuelle. Donc,
l'aide d'urgence, on le voit, même si ça peut être une réponse immédiate, ne permet même pas là, de répondre aux besoins de tout le monde pour des raisons d'accessibilité, mais aussi parce que certains propriétaires veulent pas carrément les utiliser et que dans d'autres cas, il y a une pénurie carrément des logements dont ont besoin ces locataires-là, là, notamment les grandes familles. Donc, il faut et nous, ce qu'on demande, c'est des investissements supplémentaires immédiats dans Accès-Logis. Je dirais que c'est assez nouveau que au lendemain, qu'après un budget, les villes, entre autres, continuent à être aussi combatives pour demander des investissements au gouvernement. Il y a ces appels-là qui se multiplient et ça traduit l'urgence qu'il y ait des investissements maintenant parce qu'actuellement, le développement est bloqué. Carrément. Il y a des projets qui peuvent juste pas se réaliser tant qu'il n'y aura pas de nouvelles unités planifiées dans Accès-Logis. Donc, ça presse. Mais nous, on veut vraiment non seulement qu'on n'attende pas le prochain budget pour annoncer des investissements supplémentaires immédiats, mais qu'on annonce un grand chantier, qu'on planifie le développement, qu'on arrête d'attendre budget après budget pour savoir si oui ou non il y aura des nouvelles unités. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas viable. Mais il faut aussi le dire, il faudra que ce grand chantier aussi s'attarde à l'acquisition de logements locatifs, pas juste à la construction. La construction, c'est une réponse dans une pénurie comme celle où on vit actuellement. C'est aussi une solution pour permettre de construire des grands logements, mais il faut aussi protéger, sortir de la spéculation les logements encore abordables sur lesquels sont en train de mettre la main des spéculateurs actuellement et ça contribue à l'effritement du parc de logements encore abordables. Cet effritement-là, il contribue à la crise. Les logements qui étaient encore abordables, que les gens payaient un prix correct, sont en train de disparaître. Notre regroupement en ce moment mène une campagne pour réclamer un meilleur contrôle des loyers au Québec. C'est une des mesures structurantes qu'on réclame depuis la création de notre organisme et que cette année, on a décidé de mettre encore plus de l'avant, étant donné l'explosion qu'on voit du coût des loyers. Donc, ce qu'on demande, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'il existe un mécanisme de fixation du prix des loyers au Québec. C'est que le problème, c'est que le fardeau repose sur les épaules des locataires. Donc, le fait que le refus de la hausse de loyer et l'évaluation globale aussi de la hausse de loyer repose sur les épaules du locataire fait en sorte qu'il y a très peu de gens qui refusent une hausse de loyer ou qui prennent même la peine de calculer pour savoir si cette hausse est abusive et si elle vaudrait la peine d'être refusée. Et on comprend les ménages locataires de pas vouloir se lancer là-dedans parce que, pour certains, c'est synonyme de débuter des mauvaises relations avec un nouveau propriétaire. Il y a la crainte de harcèlement ou de représailles ou la crainte, par exemple, qu'un propriétaire réalise pas des travaux parce qu'on refuse une hausse de loyer. Donc, c'est très lourd à porter pour les ménages locataires et on le voit bien là avec les études qu'on mène sur le coût des loyers que ça fonctionne pas, ce mécanisme-là. Donc, on demande en fait que le fardeau soit renversé sur les épaules des propriétaires, que ce soit eux, en fait, qui aient une limite d'augmentation de loyer qu'ils peuvent demander annuellement. Donc, ça serait beaucoup plus efficace, selon nous. Pour finir, j'aimerais ça vous entendre parce que nous, on est un peu convaincus qu'il faut investir massivement dans la construction de logements, mais ce serait quoi vos arguments pour convaincre la population, puis finalement convaincre le gouvernement et les électeurs qu'il faut investir massivement dans la construction de logements sociaux et collectifs? La SHQ a fait une étude qui dit qu'un dollar investi au titre de subvention pour bâtir des logements sociaux, en injectait 2,3 dans l'économie. Donc, si on y va, si on attaque la question violente de l'économie, il y a un argument de poids de ce côté-là. Et que, moi, j'ai déjà entendu notre premier ministre dire que la construction, pouvait contribuer à la relance économique aussi. Fait que je pense que ça, c'est en plus de tous les éléments entourant l'aspect social, mais je pense qu'on a un argument économique qu'on peut faire valoir. On a un défi collectif, là, malgré qu'il y a des organismes ici qui font depuis des décennies des représentations pour aussi l'importance du logement. Je veux dire, collectivement, comme société, on est des endroits en Occident où il y a le moins de logements sociaux. Le parc de logements est le plus privé. Quand on se compare à tous les pays de l'Occident, puis il y a des études là-dessus. Fait que c'est pas une histoire de gouvernement en place, là, PQ, PLQ, fédéral, provincial, etc. Je veux dire, ça fait 25 ans que le fédéral a cessé le programme des HLM. C'est assez dramatique, je crois. On parle souvent des fonctions régaliennes de l'État, là, santé, éducation, des infrastructures, mais on a collectivement mis de côté la question du logement, de l'importance d'avoir un toit digne de ce nom. On rencontre les maires de la MRC qui vont nous dire oui, le logement, mais il n'y a pas juste ça. Regardez les autres points à l'ordre du jour,
relance de l'économie locale, commerce de proximité, immigration, rétention de la main-d'œuvre, recrutement de la main-d'œuvre. Là, on leur dit, c'est parce que tous ces points-là, à votre ordre du jour, c'est en lien avec le logement. Pas juste le logement social, mais d'avoir accès à du logement de qualité, abordable, etc. Le logement est une partie d'une réponse à une tonne de problèmes. Je regrette beaucoup la crise du logement depuis 2 ans, mais au moins servons-nous-en pour augmenter notre publicité envers tous les gouvernements sur l'importance du logement. Et comme par hasard, les élections municipales, fédérales dans quelques mois, puis dans un an provincial. Alors, revendiquons-les. Face aux tristes réalités des rénovictions qui viennent accentuer la gentrification des quartiers et qui voient des locataires devoir se délocaliser devant des avis d'expulsion de leurs propriétaires, nous avons parlé avec Françoise David, travailleuse sociale et ancienne députée solidaire, d'une loi qu'elle avait réussi à faire passer à l'Assemblée nationale il y a quelques années. En juin 2016, le projet de loi 492 a introduit un changement au Code civil dans l'article 1959.1. Cette loi permet maintenant de protéger de l'éviction nos aînés puisque les personnes de 70 ans et plus, vivant à la même adresse depuis plus de 10 ans, qui ne sont pas admissibles pour le logement social, ne peuvent être délogées. On était 2 députés solidaires à cette époque-là à l'Assemblée nationale, de penser qu'on allait réussir à les convaincre de faire tout ce qu'on sait qu'il faudrait faire, que les comités logement n'ont cessé de dire là, depuis 3 mois en ce moment, là, je me suis rendu compte que à moi toute seule ou avec mon ami Amir, on n'y arriverait pas. Là, je commençais à être un peu découragée parce que je voulais faire quelque chose. Lorsque un des 2 profs de l'UQAM qui nous aidait nous dit, vous savez, pour les aînés, il existe depuis les années 80, je me rappelle pas la date exacte, là, une loi en France qui protège les locataires aînés de l'éviction. Puis là, il nous apporte la loi, puis c'est toujours des petites lois très simples, hein. Et en France, c'est plus sévère. Donc, c'est tout locataire aîné dont le revenu ne dépasse pas l'équivalent de ce qu'ils appellent le SMIC en France, qui est comme le salaire minimum, là, et qui habite son logement depuis, je sais plus, là, 5 ou 10 ans, ne peut pas être évincé à moins que le propriétaire lui retrouve un logement équivalent dans le même arrondissement, s'il s'agit d'une grande ville ou dans la même municipalité. Moi, je regarde ça puis je fais « yes, on va essayer ». Alors, avec des juristes, on concocte un projet de loi, tu sais, qui était plus compliqué au début, là, qui avait une dizaine d'articles, parce que j'essayais d'imiter la loi française. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'étais toujours que une des 2 députées du plus petit parti à l'Assemblée nationale. Comment vous avez fait, ne serait-ce que pour que ça se discute? Ben, j'ai fait preuve d'un petit peu de stratégie quand même. L'élection de 2014 approchait, campagne électorale, et là, j'ai dit à mon équipe, on va en faire un enjeu électoral. Je participe donc au débat des chefs et 2 jours avant le débat des chefs, je fais une conférence de presse en tant que porte-parole de Québec solidaire pour dire, il y a maintenant l'enjeu du logement, je veux en parler, je veux que tous les chefs de parti s'engagent lors du prochain débat des chefs dans 2 jours à appuyer l'idée d'une loi qui protégerait les locataires aînés. Je vous avertis, je vais vous poser la question au débat. On arrive au débat et là, j'ai profité de je ne sais quel sujet, je m'en rappelle plus, pour dire, bon, incidemment, vous savez que je vais vous poser une question ce soir et je vous la pose donc. Là, comprends-tu, ils sont mal pris, là. Je sais pas combien il y a de millions de personnes qui écoutent ça, là. C'est une des émissions les plus écoutées, ça. Et chacun leur tour, ils ont été obligés de dire qu'ils approuvaient l'idée. Comment tu fais dans un débat des chefs pour dire non, on ne protégera pas les locataires aînés? C'est très gênant. Les aînés, d'ailleurs, votent. Et ils votent en grand nombre. Alors, ils ont tous dit oui. Ça a été, je pense, un de mes meilleurs coups à l'Assemblée nationale. Fait que quand on a recommencé à siéger, bien évidemment, ma première question a été au premier ministre, je vais préparer une loi. Allez-vous demander à votre ministre de l'Habitation de travailler là-dessus avec moi? Évidemment, il m'a dit oui. Qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Alors, j'ai commencé à travailler là-dessus avec le ministre Pierre Moreau. On a eu des négociations longues, pas toujours faciles. On progressait doucement.
Finalement, il y a un projet de loi sur la table et finalement, on fait des auditions. Donc, la Corpic, vieille bien sûr, mais aussi des représentants de locataires, la Commission des droits de la personne et des représentants de groupes aînés. Et sauf la Corpic, tout le monde est d'accord. Bon, ces auditions se terminent. Pierre Moreau tombe malade, quitte temporairement l'Assemblée nationale. C'est Martin Coiteux qui arrive. Je suis inquiète. Martin Coiteux était président du Conseil du Trésor. Il n'était pas réputé du tout pour être un ministre social, mais là, j'ai vraiment eu de la chance. Sa directrice de cabinet était une féministe. Elle a convaincu le ministre de me rencontrer. Il m'a écouté. Elle a décidé que mon affaire avait du bon sens. Par la suite, c'est avec elle que j'ai négocié. Et on s'est compris. Est-ce que j'ai dû faire des compromis? Oui. Je travaillais avec le comité logement de la Petite Patrie. On a laissé tomber des choses, comme l'idée que le propriétaire trouve un logement, là, ça marchait pas. C'est OK, on a laissé tomber, mais l'essentiel est resté, avec quelques exceptions que mon comité logement et moi, on a trouvé raisonnables. Alors, ça finit par faire une petite loi de 4 articles, là. Mais alors, elle a été adoptée. Elle a été adoptée pourquoi? Ben, parce que là, le ministre était d'accord. Donc, il a convaincu, bien sûr, le premier ministre. Le PQ appuyait depuis le début, QS évidemment. La CAQ, un petit peu plus difficile, mais devant cette unanimité qui se dessinait. François Legault, le jour de l'adoption, je l'ai remercié, puis il m'a glissé à l'oreille, j'ai travaillé fort. Je pense que oui, parce qu'il y avait des propriétaires immobiliers parmi les députés caquistes qui n'étaient pas du tout convaincus que c'était une bonne idée. Alors finalement, ça aboutit par un vote unanime à l'Assemblée nationale et voilà, j'étais super contente. Le problème, c'est que c'est largement passé inaperçu parce qu'on était en fin de session, tout le monde faisait son bilan de session. Moi, j'ai dit que j'étais contente parce qu'on avait fait ça, mais ça intéressait personne. C'était hallucinant, ça, c'était décevant, je dois dire. Les comités logement en ont fait la promotion, bien entendu, mais il n'y a jamais eu de campagne gouvernementale. Jamais, là, ni avec M. Couillard, ni avec M. Legault, pour informer les aînés de cette nouvelle disposition. Ça, c'est inacceptable. Là, ça commence à ressurgir parce que j'ai écrit une lettre au Devoir qui l'a publiée, parce que là, il y a des chroniqueurs qui disent « Ah ouais, la loi de Mme David », tu sais, c'est comme 5 ans plus tard, là, on dirait que ça percole, que les gens commencent à le savoir, mais il va falloir que ça se sache plus, là, parce que dernièrement, Katia Gagnon a fait un superbe dossier, d'ailleurs, sur le logement dans la presse, où elle parle, entre autres, d'un locataire, un monsieur âgé qui s'est suicidé, parce qu'il était évincé. C'est terrifiant, lire ça, là. Et j'ai parlé avec Mme Gagnon, puis elle le sait pas, moi non plus, mais est-ce que ce monsieur savait que, dans le fond, il y avait des droits? J'en suis même pas sûr. Je suis pas sûr que tous les locataires aînés du Québec savent que sous quelques conditions, là, personne ne peut les évincer, tu sais. Fait que si j'ai un appel à lancer, c'est qu'il faut désormais que ça se sache. On est dans une période de crise. Il y a au moins ce petit bout-là qui a pu être fait. Ben, la moindre des choses, ça serait que les aînés, dont on parle de tant depuis le début de la pandémie, puis qu'il faut tant protéger, là, mais ça serait que les aînés le sachent. Comment s'inscrit-on sur une liste pour avoir accès à un logement social? Les logements sociaux et communautaires sont rares au Québec. De plus, ils sont clairement insuffisants pour répondre aux besoins actuels dans la province. C'est pourquoi les personnes qui souhaitent faire la demande pour un tel logement doivent passer à travers un lourd processus légal et administratif propre à chaque fournisseur de logement. Même si certains organismes peuvent accompagner les locataires dans leur démarche, le financement du gouvernement ne permet généralement pas de payer des ressources humaines pour les aider à faire leurs inscriptions. Il faut donc que les locataires sentent de détermination et de débrouillardise. Nous vous proposons de commencer par faire une demande dans les offices municipaux d'habitation de la région où vous cherchez un logement social. Cette inscription vous permettra d'être possiblement admissible dans un HLM, mais également pour l'obtention d'un supplément au loyer dans le marché privé. En Montérégie, il y a 16 offices et en Estrie 7. On vous y renseignera au sujet des documents à remplir et à fournir pour vous inscrire aux listes d'attente.
En ce qui a trait aux coopératives, vous devez d'abord assister à une rencontre d'information payante donnée par la Fédération des coopératives de la région administrative qui vous intéresse. Par la suite, vous devrez transmettre des formulaires et faire le tri parmi les profils au moyen de listes qui vous permettront de constater les particularités de chacune des coops. Du côté des OSBL d'habitation, chacun y va à sa façon. À la FROM, nous avons mis en commun l'offre de plusieurs organismes en proposant aux futurs locataires un formulaire à remplir qui concerne quelques municipalités et quelques situations différentes. Par exemple, des personnes seules, des personnes aînées, des personnes handicapées, des familles, etc. Ce formulaire permet de postuler à plus d'un endroit à la fois, mais pour accroître la possibilité de trouver un appartement qui convient rapidement, mieux vaut multiplier les appels aux différents OSBL et voir comment chacun fonctionne. Pour trouver des OMH, des OSBLH et des coops, vous pouvez vous rendre sur le site de la SHQ et consulter le répertoire des organismes. Perdu, déboussolé? Certains organismes communautaires, les comités logements et les députés peuvent être de bonnes références pour vous aider localement et régionalement à connaître les organismes qui offrent du logement. Mais rappelez-vous que même une fois que vous aurez réussi à vous inscrire, vous devrez être patient. En terminant, notons que malgré les efforts militants de sensibilisation des regroupements communautaires, nous nous trouvons quand même au pied du mur. Au final, qu'est-ce que ça signifie le droit au logement? Eh bien, soyez certains que plusieurs personnes travaillent avec cœur et passion pour s'assurer que ce droit fondamental soit mis sous les projecteurs en continuant de faire pression par divers moyens dans le but d'améliorer la qualité de vie de notre société. Je me nomme Marc-Olivier Cholette et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Pour les personnes intéressées à entendre l'intégrale de la discussion sur le bilan de l'état de la situation au détour du 1er juillet, vous pouvez vous rendre sur notre page Facebook. La vidéo du live y est archivée. Vous la trouverez également sur notre compte YouTube Balado From. Enfin, laissez-moi vous donner rendez-vous pour le 3e épisode de la série Nos voix pour des toits qui paraîtra au début de l'automne.